Bonjour à toutes et à tous. Nous savons maintenant que le climat devrait être de plus en plus perturbé. Les pays les plus pauvres risquent d'être les plus touchés, alors qu'ils ont le moins de moyens pour lutter contre les changements globaux. Nous allons voir, au cours de cette session, pourquoi et comment la question climatique rend nécessaire une solidarité internationale qui doit encore se mettre en place. La première question que nous avons posée est: les pays du Sud sont-ils moins préparés que les pays du Nord face au changement climatique? Une autre question peut alors être posée. Face au changement climatique, quelles solutions peuvent être envisagées? À l'échelle internationale, il y a deux grands types d'actions possibles. La première, atténuer les causes de changement. La seconde, s'adapter aux conséquences des changements. La mise en œuvre de l'atténuation essaye d'avoir des impacts sur les facteurs des changements, malgré de fortes incertitudes. Différentes mesures sont proposées, comme par exemple reforester, développer des techniques de capture et de stockage du carbone, réduire la consommation d'énergie, changer les pratiques mobilitaires ou les modes de consommation. Bon nombre de mesures sont envisageables à l'échelle individuelle, de groupes sociaux ou de sociétés. La deuxième possibilité repose sur des politiques d'adaptation. Elle consiste à essayer de maintenir des conditions de vie équivalentes malgré les changements. Les exemples sont là aussi nombreux. À titre d'exemple, en urbanisme, il est possible d'interdire des constructions à certains endroits, de déplacer des habitations pour éviter les zones à risque, de changer les modalités de construction, en proposant notamment des habitations sur pilotis ou à étages. Ces deux catégories, l'atténuation et l'adaptation, sont mobilisées lors de la mise en œuvre de la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, abrégée CNUCC. Cette convention a été signée tant par des pays du Nord que par des pays du Sud. Adoptée lors du sommet de la Terre de Rio de 1992, cette convention, sans réelle contrainte juridique, vise à mieux saisir les changements globaux et à agir dessus. Je vous donne son objectif cité dans l'article 2. Stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. La conférence des parties, la fameuse COP, suivie d'un numéro, est l'organe suprême de cette convention. Elle réunit les différents États membres en lien avec une conférence annuelle afin de prendre des décisions. Au-delà de ces grands principes internationaux, comment répartir l'effort entre les pays? Cette convention évoque des logiques complémentaires selon différents pays qui sont tantôt qualifiés de développés et tantôt d'en développement. Cette dichotomie fait également écho à différentes partitions de l'espace, notamment la limite entre un Nord, vu comme développé, et un Sud en développement. Cette séparation, autour de la limite Nord-Sud, date de 1980. Son auteur est le chancelier allemand Willy Brandt, qui publie un rapport intitulé « Nord-Sud, un programme de survie ». Ce couple s'impose dans les discours en même temps que celui de mondialisation. Le terme de Sud remplace progressivement celui de pays en développement et de tiers-monde. La couverture de ce rapport donne à voir la figuration sur une carte de cette limite, avec les pays du Nord en rouge orangé et les pays du Sud en bleu. Cette limite ne reprend pas l'équateur et les deux hémisphères. La première dualité, pays développés et pays en développement, présente dans la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, repose sur une vision temporelle du progrès vue comme téléologique. Cette nouvelle dichotomie Nord-Sud s'appuie sur l'espace et non sur le temps, accentuant le caractère fixiste de cette partition. Le Nord sera toujours au Nord. Toutefois, observer cette carte permet de comprendre que les pays du Nord ne sont pas tous au Nord, comme le montrent les exemples australiens ou néo-zélandais. Il s'agit donc d'une métaphore spatiale. Par ailleurs, ces termes duaux peinent à penser les situations d'entre-deux. D'autres notions ont pu être proposées, comme l'émergence pour les pays du Sud. Il est de nouveau fait référence à un processus temporel. Les pays émergents ressemblent de plus en plus aux pays du Nord, par leur taux de croissance économique, par leur niveau de vie, par leur indice de développement humain et par leur puissance militaire. Autant d'indicateurs complémentaires, mais aussi imparfaits pour tenter de mesurer des situations complexes. Les catégories s'accumulent. Les pays en transition, pour les pays de l'ex-bloc soviétique, ou les BRIC, comme agrégat de pays visant à un certain contre-pouvoir. De même, les notions pensées autour de couples se prêtent assez mal à la gradation. Apparaissent alors des termes comme les nouveaux pays industrialisés, soit de potentiels nouveaux Nord, ou les pays les moins avancés, soit les Suds du Sud. Ce partage du monde repose sur les frontières nationales. Ce découpage de l'espace est très prégnant dans la lutte contre les changements globaux. Les COP montrent bien le rôle de l'État dans le processus de décision. L'exemple emblématique est le protocole de Kyoto. Cet accord, conclu en 1997, préconisait des quotas d'émissions par pays pour parvenir à une baisse globale des émissions de gaz à effet de serre de 5% sur la période 2008-2012. Mais
Cette approche centrée sur les limites étatiques ne permet pas de penser les problématiques aux échelles régionales et locales. Pourtant, aux échelles micro et méso, des inégalités importantes se révèlent. Des pôles de développement, très consommateurs de ressources et producteurs de déchets existent dans tous les pays. Les métropoles, ou les façades littorales seraient de bons exemples de nord qui peuvent être situés au sud. En 2015, 7 des 10 principaux ports de porte-conteneurs en équivalent 20 pieds, EVP, du monde, se situent en Chine, qui est pourtant dans cette classification un pays du Sud. Ainsi, les paysages du port autonome de Pointe-Noire, en République du Congo, ressemblent aux quais de tout port de porte-conteneurs, qu'il soit dans un pays du Nord ou du Sud. A l'inverse, dans les pays du Nord, la pauvreté persiste, créant des situations de vie proches du Sud au sein de pays dits du Nord. Les pays du Sud ont donc besoin d'investissements pour s'adapter. Des mesures existent, mais leur mise en œuvre peut être coûteuse. D'après l'Africa's Adaptation Gap et l'Emission Gap Report 2014, les besoins d'adaptation sont estimés par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, parfois abrégé PNU, à 50 milliards de dollars par an jusqu'en 2050, rien que pour l'Afrique, avec un scénario de réchauffement de 2 degrés Celsius. D'après le rapport mondial de l'adaptation de l'année 2014, les coûts d'adaptation dans l'ensemble des pays en développement pourraient atteindre quant à eux entre 250 et 500 milliards de dollars par an d'ici 2050. Les pays du Sud sollicitent donc l'aide des pays du Nord. Cela a été l'un des enjeux de la COP21 qui s'est réunie à Paris en décembre 2015. L'accord de Paris a acté le principe d'une aide importante des pays du Nord pour l'adaptation, ce qui constitue un premier pas. Deuxième question. Les pays du Sud sont-ils plus vulnérables que les pays du Nord face au changement climatique ? L'exposition au changement climatique demande maintenant de s'arrêter sur la notion de vulnérabilité. Elle peut être définie comme une propension ou une prédisposition à subir des dommages. Ce terme suppose donc une exposition à une menace. La vulnérabilité peut être physique, questionnant alors les capacités de résistance, notamment d'un bâtiment construit dans des matériaux peu résistants. Elle peut être sociale, invitant à mettre en valeur l'incapacité des sociétés à faire face, ou fonctionnelle, en mettant en premier plan les différents réseaux, comme celui de l'eau et les infrastructures notamment de transport, qui peuvent être perturbés. Les facteurs politiques sont eux aussi importants. L'absence de politique d'aménagement urbain et de contrôle peut entraîner le développement de bidonvilles dans des interstices situés dans des zones à risque. Ainsi, le développement informel important dans les pays du Sud peut accroître la vulnérabilité. La vulnérabilité permet de penser à la fois le risque et la catastrophe. Le risque est défini comme l'anticipation de la catastrophe et est de l'ordre du probable. La catastrophe, elle, est avérée. Le GIEC identifie certaines catastrophes comme étant plus fréquentes et plus intenses à cause du changement climatique, comme la montée des eaux, les fortes pluies, les sécheresses, les incendies, les ouragans et les tornades. Le nombre de victimes des catastrophes est d'ores et déjà élevé. Le coût, pour les pays, peut représenter jusqu'à plusieurs points de PIB. Les zones côtières sont particulièrement exposées aux risques. La mondialisation s'accompagne d'une littoralisation, c'est-à-dire une concentration des activités et populations sur le littoral, au bord des mers et des océans. C'est le cas en Asie du Sud-Est par exemple. Les vulnérabilités peuvent alors être fortes. De plus, dans beaucoup de pays du Sud, les habitants ont recours à une agriculture et à une pêche vivrière. Les Moken, nomades de la mer, ici en mer d'Andaman, sur l'île de Surin, utilisent les bateaux pour pêcher et se déplacer. Le changement climatique peut réduire les ressources vivrières de ces personnes, pouvant générer de nouvelles trajectoires migratoires, comme le montre le terme de réfugiés environnementaux, créé dans le cadre du PNUE. Notre dernier temps est consacré à un Sud historiquement peu émetteur, qui n'est pas responsable du changement climatique. Les pays du Sud subissent une double peine. Leur vulnérabilité importante tend à les positionner en position de victimes potentielles du changement climatique. Or, ces pays n'ont pas provoqué les principales émissions. Ils vont payer les conséquences du développement des pays du Nord sans en avoir profité. Ce graphique montre que les émissions de la Chine sont marquées par une importante croissance, alors que celles du Japon, de l'Union européenne, des États-Unis sont en régression ou stagnation. Les émissions en croissance dans les pays émergents sont en partie liées à la délocalisation de la production occidentale, un thème auquel nous consacrerons une prochaine session. Les changements sont relativement rapides, en l'espace de 15 ans. 1990 était la base de référence des calculs du protocole de Kyoto. Pour tenir compte de cette situation, la conférence de Paris a approuvé le concept de responsabilité commune mais différenciée. Les pays développés doivent prendre des engagements de réduction absolue de leurs émissions.
tandis que les pays en développement doivent converger graduellement vers ces objectifs. Il est en effet fondamental de ne pas interdire l'accès au développement aux pays du Sud. Nous verrons par la suite qu'il n'y a aucune contradiction entre développement et bas carbone. Nous avons aujourd'hui les moyens techniques et humains de favoriser le développement et la croissance dans les pays du Sud d'une manière compatible avec la limitation du réchauffement à 2 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Merci pour votre attention. Notre prochaine session sera consacrée au consumérisme et aux déchets, qui sont responsables d'une partie significative des émissions. À bientôt.